5 octobre 1943, 5h53. Ensign Robert Duncan était assis dans le cockpit de son F-6F L4 sur le pont détrempé par la pluie de l'USS Yorktown, regardant l'obscurité de la fin de nuit engloutir les avions devant lui alors qu'il décollait dans la tempête. La cible était l'île de Wake. Les chasseurs japonais les attendraient. Duncan n'avait jamais tué un homme. Il avait 22 ans, venait de Marengo, dans l'Illinois, un garçon de petite ville qui avait appris à piloter moins de 2 ans plus tôt. Ses mains serraient le manche de commande. Sa combinaison de vol était déjà humide à cause de la pluie balayant le pont. Le moteur rugit. L'équipe du pont donna le signal. Duncan poussa la manette des gaz vers l'avant et sentit le L4 le plaquer contre son siège alors qu'il filait le long du pont et s'élançait dans le ciel noir. Ce qui se passerait dans les 30 minutes suivantes marquerait le début de la fin pour le chasseur le plus redouté du Pacifique. Pendant 18 mois, le Mitsubishi A6M0 avait terrifié les pilotes américains à travers le théâtre du Pacifique. De Pearl Harbor aux Philippines, de l'île de Wake aux Indes orientales néerlandaises, le Zéro avait dominé chaque engagement. Il était plus rapide que tout ce que les Américains pilotaient. Il pouvait grimper plus haut, il pouvait virer plus serré, il pouvait rester en l'air plus longtemps. Les ingénieurs japonais avaient réalisé quelque chose de remarquable. Un chasseur embarqué qui surpassait les avions basés à terre. Un appareil si léger et agile qu'il semblait défier les lois de la physique. Le Zéro avait atteint un taux de victoire de 12-1 contre les pilotes chinois. Avant même que l'Amérique n'entre en guerre, en avril 1942, au-dessus de Ceylan, 36 Zéro engagèrent 60 appareils britanniques et en abattirent 27. Ils perdirent un seul avion. À Pearl Harbor, 78 Zéro escortèrent les bombardiers qui dévastèrent la flotte du Pacifique. 9 furent abattus, principalement par la défense anti-aérienne. L'appareil s'avéra presque intouchable en combat aérien. Les pilotes américains apprirent à craindre le Zéro. La doctrine officielle était simple, ne pas engager le combat. Si un Zéro se place dans votre queue, piquez pour vous échapper. N'essayez pas de virer avec lui. N'essayez pas de grimper plus haut. Fuyez. Espérez que votre blindage tienne. Espérez pouvoir atteindre votre porte-avions avant qu'il ne vous rattrape. Le Grumman F-4F Wildcat était le chasseur de première ligne de la marine au début de la guerre. Il était solide et fiable. Les pilotes l'appelaient le produit des fonderies Grumman à cause de sa construction robuste, mais il ne pouvait égaler le Zéro en vitesse, en taux de montée ou en manœuvrabilité. Les pilotes de Wildcat survivaient en travaillant en paire, utilisant le Thatch Weave, une manœuvre défensive inventée par le lieutenant-commandant John Thatch qui permettait aux équipiers de se protéger mutuellement. Ils survivaient en refusant de se battre selon les termes japonais. Mais la survie n'était pas la victoire. Et mi-1942, la marine savait qu'elle avait besoin de quelque chose de mieux. Le problème n'était pas que les ingénieurs américains ne savaient pas comment construire des avions rapides. Ils savaient. Le Vought F-4U. Corsair était déjà en développement et il deviendrait l'un des meilleurs chasseurs de la guerre. Le problème était que les planificateurs de la marine ne comprenaient pas pleinement ce qu'ils combattaient. Le Zéro était un mystère. Ses spécifications de performance étaient classifiées. Sa philosophie de conception était inconnue. Les pilotes américains, qui avaient survécu à des rencontres avec lui, pouvaient décrire ses capacités, mais ils ne pouvaient pas expliquer comment les Japonais les avaient obtenues. Ils ne pouvaient pas identifier ses faiblesses parce qu'ils ignoraient qu'il en avait. Puis, le 4 juin 1942, un pilote japonais de 19 ans, nommé Tadayoshi Koga, décolla du porte-avions Ryujo pour attaque Dutch Harbor dans les îles Aléoutiennes. Sa mission faisait partie d'une opération de diversion destinée à détourner l'attention américaine de la poussée principale japonaise vers l'île de Midway. Koga et ses équipiers, l'adjudant-chef Makoto Endo et le second maître Tsugo Shikada, attaquèrent Dutch Harbor et mitraillèrent les positions américaines. Pendant le raid, le Zéro de Koga fut touché par des tirs au sol. De l'huile commença à fuir du moteur. L'avion pouvait voler, mais pas longtemps. Koga se dirigea vers l'île d'Akutan, à environ 32 km à l'est de Dutch Harbor, où les Japonais avaient désigné une piste d'atterrissage d'urgence. Un sous-marin attendait au large pour récupérer les pilotes abattus.
La piste semblait solide depuis les airs, de l'herbe longue, un terrain plat, parfait pour un atterrissage sur train d'atterrissage. Ce n'était pas ce qu'il semblait. Sous l'herbe se trouvait un marécage, de la boue molle cachée par la végétation. Lorsque Koga abaissa son train d'atterrissage et toucha le sol, les roues s'enfoncèrent immédiatement. Le Zéro se retourna sur le dos et glissa jusqu'à l'arrêt dans le marais. Le cou de Koga se brisa à l'impact. Il mourut instantanément. Il avait 19 ans. Il ne saurait jamais ce que sa mort signifierait pour la guerre. Ses équipiers tournèrent au-dessus de lui. Ils avaient pour ordre de détruire tout Zéro abattu pour l'empêcher de tomber entre les mains de l'ennemi. Procédure standard. Mais ils ne pouvaient être certains que Koga était mort. La verrière était intacte. L'avion semblait indemne, mis à part sa position inversée. Ils ne purent se résoudre à mitrailler leur ami. Ils firent 2 cercles, espérant qu'il avait survécu, et firent demi-tour vers le porte-avions. Le Zéro reposait dans le marais, à l'envers, largement intact. Il y resta 5 semaines. La pluie tombait sur lui. Le brouillard aléoutien l'enveloppait. Des oiseaux se posaient sur son ventre renversé. Et personne ne vint. Puis, le 10 juillet, un hydravion de patrouille PBI Catalina de la Marine, piloté par le lieutenant William Tiss, survolait les Aléoutiennes lorsque son chef d'équipage, le maître mécanicien Albert Knack, repéra quelque chose d'étrange en dessous. Une forme grise dans le marais sur l'île d'Akutan. Ils descendirent plus bas, passèrent sous les nuages. C'était un avion, des marquages japonais visibles même à travers la boue. Tiss signala la découverte. En quelques jours, une équipe de sauvetage était sur l'île. Ils trouvèrent le corps de Koga toujours dans le cockpit. Ils l'enterrèrent à proximité avec les honneurs militaires. Puis ils commencèrent le travail d'extraction du Zéro de la boue. La récupération ne fut pas facile. Le marais ne voulait pas lâcher son prix. Il fallut apporter de l'équipement. L'avion devait être soulevé avec précaution sans causer de dommages supplémentaires. Cela prit des semaines, mais début août, le Zéro était sur un navire en route pour San Diego. Les mécaniciens de la marine, à North Island, travaillèrent jour et nuit. Les dommages étaient étonnamment mineurs. La queue avait besoin d'être redressée. Les extrémités des ailes nécessitaient des réparations. L'hélice devait être réparée. Le train d'atterrissage devait être reconstruit, mais le moteur était intact. La cellule était solide. Les commandes de vol fonctionnaient. En quelques semaines, ils avaient un Zéro capable de voler. Le 20 septembre 1942, le lieutenant-commandant Eddie Sanders grimpa dans le cockpit de l'appareil restauré et décolla pour le premier de 24 vols d'essai. Il le pilota pendant 25 jours consécutifs, poussant l'avion à ses limites, mesurant ses performances, documentant tout. Ce que Sanders découvrit lors de ses vols changerait la guerre. Le Zéro n'était pas invincible. C'était une conception brillante construite autour d'un compromis fatal. Les Japonais avaient tout sacrifié pour la performance. Aucune plaque de blindage ne protégeait le pilote. Aucun matériau auto-obturant ne doublait les réservoirs de carburant. La cellule était légère au point d'être fragile. Touchez un Zéro avec une salve solide de calibre .50 et il se désintégrerait. Mettez le feu à ses réservoirs de carburant et le pilote n'avait aucune chance. Et il avait des faiblesses que les pilotes américains pouvaient exploiter. Sanders découvrit qu'au-dessus de 370 km/h, les ailerons du Zéro devenaient presque impossibles à bouger. Les forces de commande augmentaient dramatiquement à haute vitesse. À 460 km/h, l'avion pouvait à peine effectuer un roulis. Il découvrit qu'il roulait plus facilement vers la gauche que vers la droite, probablement à cause du couple de l'hélice. Il découvrit que le carburateur à flotteur du moteur calait sous accélération négative, ce qui signifiait que si un Zéro essayait de suivre un avion américain dans une pique prononcée, son moteur hoquetait et mourait. Ces faiblesses n'étaient pas théoriques, elles étaient exploitables. Un pilote américain qui les connaissait pouvait échapper à un Zéro dans sa queue. Il pouvait piquer pour s'échapper à haute vitesse, dépassant 370 km/h, où le taux de roulis du Zéro chutait. Il pouvait effectuer un roulis serré vers la droite, forçant le Zéro à exécuter sa manœuvre la plus faible. Il pouvait piquer en accélération négative, coupant brièvement son propre moteur, mais sachant que le moteur du Zéro calerait aussi, et plus longtemps. L'information de l'Akutan Zéro fut compilée dans des rapports techniques distribués dans toute la flotte. Intelligence Summary 59, Technical Aviation Intelligence Brief, Number 3,
Tactical and Technical Trends, Number 5, les pilotes mémorisèrent les conclusions. Piquez pour fuir, roulis à droite, accélération négative, ne virez pas, ne montez pas, exploitez les faiblesses. Mais il y avait un problème. L'information de l'Akutan 0 arriva trop tard pour influencer la conception du prochain grand chasseur américain. Cet avion volait déjà. Le Grumman F-6F Hellcat était sur la planche à dessin depuis avant Pearl Harbor. Tout au long de début 1942, Leroy Grumman et ses concepteurs en chef, Jake Swirbul et Bill Schwendler, avaient travaillé avec le bureau de l'aéronautique de la marine pour développer un remplaçant au Wildcat. Ils savaient que le nouveau chasseur devait être plus grand, plus rapide et plus puissant. Ils savaient qu'il devait mieux grimper et virer plus vite. Ils savaient qu'il devait protéger ses pilotes avec du blindage et des réservoirs auto-obturants. Ce qu'ils ne savaient pas initialement, c'était exactement quelle performance ils devaient atteindre. Ils n'avaient pas de données chiffrées sur les capacités du Zéro. Ils n'avaient que les rapports de pilotes qu'il avait combattus et avaient survécu. Puis ces pilotes commencèrent à rentrer chez eux et à parler. Le 21 avril 1942, le lieutenant-commandant Edward Butch, OR, reçut la Medal of Honor à la Maison-Blanche à Washington. OR était devenu un héros national 2 mois plus tôt lorsqu'il avait attaqué seuls 9 bombardiers japonais Mitsubishi G4M Betty, menaçant le porte-avions Lexington. Les canons de son équipier s'étaient enrayés. Le reste de son escadrille était hors de position. OR était seul. Il attaqua malgré tout. En 4 minutes, il abattit 5 bombardiers et en endommagea un 6e, brisant l'attaque et sauvant le Lexington de dommages certains et d'une possible destruction. Il avait utilisé seulement 60 obus par victoire, une démonstration de tir qui étonna même les pilotes expérimentés. C'était, déclara la marine, l'une des actions individuelles les plus audacieuses de l'histoire de l'aviation de combat. Le président Franklin Roosevelt présida la cérémonie. Il demanda à la femme d'OR, Rita, de placer la médaille autour du cou de son mari. Puis, Roosevelt lui posa une question qui façonnerait le futur de l'aviation navale américaine. De quoi les pilotes américains ont-ils le plus besoin dans un nouveau chasseur? OR n'hésita pas. Un avion qui ira en haut, plus vite. Quelque chose qui peut grimper. Le lendemain, 22 avril, O'Hare visita l'usine d'avions Grumman à Bethpage, Long Island, New York. Il passa des heures avec les ingénieurs, décrivant ce que c'était que de combattre les Japonais. Il leur parla du taux de montée du Zéro, de sa capacité à virer, de son accélération. Il leur parla des limitations du Wildcat, où il était inférieur, où les pilotes se sentaient les plus vulnérables. Il leur dit ce dont les pilotes américains avaient besoin pour survivre. Le lieutenant-commandant A. M. Jackson, du bureau de l'aéronautique, était là aussi. Il souligna quelque chose qu'O'Hare avait démontré lors de son action de Medal of Honor. « Vous ne pouvez pas les toucher si vous ne pouvez pas les voir », dit-il au concepteur. Le nouveau chasseur avait besoin d'une meilleure visibilité depuis le cockpit. Le pilote devait pouvoir voir derrière lui, en dessous de lui, dans toutes les directions. Grumman écouta. Ils redessinèrent le cockpit, le montant plus haut dans le fuselage. Ils inclinèrent le fuselage avant vers le bas, vers le capot moteur, donnant au pilote une vue dégagée sur le nez. Ils agrandirent la verrière et lui donnèrent une forme de bulle. 4 jours après la visite d'O'Hare, le bureau de l'aéronautique prit une autre décision qui changerait la guerre. Ils ordonnèrent à Grumman de remplacer le moteur prévu par quelque chose de plus puissant. La conception originale prévoyait un Wright Air 2600 Cyclone produisant 1700 chevaux. C'était un bon moteur, éprouvé et fiable, mais ce n'était pas assez. Le nouveau moteur serait le Pratt & Whitney Air 2800, double Wasp, 2000 chevaux, 18 cylindres arrangés en 2 rangées. Le même moteur qui propulsait le P-47 Thunderbolt de l'armée et le F-4U Corsair de la marine. C'était le moteur le plus puissant disponible pour les chasseurs américains et Grumman allait le mettre dans son nouvel avion. La décision nécessita une reconception significative. La cellule devait être renforcée pour supporter la puissance additionnelle. Le support moteur devait être reconstruit. Le système de carburant devait être amélioré.
Mais les ingénieurs de Grumman travaillèrent vite. Ils construisaient des avions pour la marine depuis 1931. Ils savaient ce dont le service avait besoin et ils savaient comment le livrer. Le 26 juin 1942, le premier prototype Hellcat, désigné XF6F1, prit son envol avec le pilote d'essai Robert Hall aux commandes. Il volait assez bien, mais le moteur de 1700 chevaux était clairement inadéquat. La marine voulait plus. Le 30 juillet, à peine un mois plus tard, le prototype redessiné avec le moteur double Wasp vola pour la première fois. La transformation était remarquable. Le XF6F3, comme il était désormais désigné, était 25% plus rapide que la conception originale. Il pouvait grimper à 1000 mètres par minute, plus vite que tout chasseur américain avant lui. Il atteignait une vitesse maximale de 600 km par heure, et il pouvait encaisser des punitions qui auraient détruit un zéro. Le Hellcat était construit comme un char. 96 kg de blindage protégeaient le cockpit et le moteur. Des plaques d'acier entouraient le siège du pilote. Un pare-brise résistant aux balles le protégeait des tirs frontaux. Le moteur avait son propre blindage protégeant le refroidisseur d'huile. Les réservoirs de carburant auto-obturants se gonflaient et se scellaient s'ils étaient percés, empêchant les incendies catastrophiques qui avaient tué tant de pilotes de zéro. Les ailes avaient une envergure de plus de 13 mètres, avec une surface portante de près de 31 mètres carrés, près d'un tiers plus grande que celle du Wildcat. Cette énorme surface à l'air donnait au Hellcat une portance et une manœuvrabilité exceptionnelles pour sa taille. Cela signifiait que l'avion pouvait opérer à des vitesses plus basses, sans décrocher. Cela rendait les atterrissages sur porte-avions plus faciles et plus sûrs. 6 mitrailleuses Browning M, 2 de calibre .50, .50B, MG, faisaient saillie des ailes, 3 de chaque côté. Chaque arme tirait à une cadence d'environ 800 coups par minute. Ensemble, elles pouvaient envoyer près de 80 obus par seconde. Une salve de 2 secondes enverrait plus de 150 balles. Face aux zéros non blindés, cette puissance de feu était dévastatrice. Grumman construisit le Hellcat pour être solide, simple et facile à entretenir. Ils le construisirent pour survivre aux opérations sur porte-avions, aux atterrissages durs, aux manipulations brutales, à l'air salin corrosif du Pacifique. Ils le construisirent pour ramener les pilotes vivants à la maison. La philosophie de conception de Leroy Grumman était claire. Donner aux pilotes tous les avantages. Protégez-le, armez-le, laissez-le survivre à ses erreurs et revenir combattre à nouveau. Le premier F6F3 de production sortit de la chaîne d'assemblage en octobre 1942. Grumman avait construit une nouvelle usine, l'usine numéro 3, spécifiquement pour la production du Hellcat. Ils eurent du mal à trouver de l'acier de construction pendant les pénuries de guerre, alors ils achetèrent de la ferraille provenant du démantèlement de la ligne aérienne surélevée de la 2e avenue à New York. La plaisanterie circulait que l'acier n'était pas allé dans la construction de l'usine, mais dans la fabrication des Hellcats. Les avions étaient pratiquement faits de rails de métro. Début 1943, les avions atteignirent les escadrilles opérationnelles. L'escadrille de chasse VF-9 reçut les premiers Hellcat en janvier. L'escadrille de Butch O'Hare, maintenant redésignée VF-6, reçut les siens peu après. L'entraînement commença immédiatement. En été, les avions se dirigeaient vers le Pacifique. La première mission de combat du Hellcat eut lieu le 31 août 1943, lorsque des avions des porte-avions Yorktown, Essex et Independence attaquèrent l'île Marcus, un avant-poste japonais à moins de 1600 km de Tokyo. Le commandeur Charles Crommelin menait le VF-5. Le lieutenant-commandant Phil Torrey menait le VF-9. Un détachement du VF-6 d'O'Hare participa aussi. Les raiders du petit matin prirent les Japonais par surprise. Ils détruisirent 8 bombardiers bimoteurs au sol. Les tirs anti-aériens furent intenses. 2 Hellcats furent abattus, tous deux par la défense anti-aérienne. Un pilote s'écrasa à cause d'un problème de moteur, mais aucun Hellcat ne fut perdu face à des chasseurs japonais, car il n'y avait pas de chasseurs japonais. La garnison de l'île était stupéfaite. Le lendemain, au-dessus des îles Howland et Baker, le lieutenant J.G. Richard Loesch et l'enseigne de vaisseau de première classe A.W. Nyquist
remportèrent dans la première victoire aérienne du Hellcat lorsqu'ils s'associèrent pour abattre un hydravion japonais, Kawanishi H-8K Emily. L'Emily était un grand avion de reconnaissance quadrimoteur. Ce n'était pas un chasseur. Cette victoire ne prouva pas que le Hellcat pouvait vaincre le Zéro, mais le vrai test arriverait 5 semaines plus tard, à l'île de Wake, dans la pluie, dans le noir, contre l'avion que le Hellcat avait été conçu pour détruire. Ensign Robert Duncan monta à travers les nuages d'orage, son moteur hurlant, ses instruments à peine visibles dans l'obscurité de la fin de nuit. Il faisait partie d'une chasse d'assaut précédant la force de frappe principale. Leur travail était de nettoyer le ciel des chasseurs japonais avant l'arrivée des bombardiers. Duncan avait des avantages que les pilotes du début de la guerre n'auraient pu que rêver d'avoir. Son commandant, son officier des opérations et son officier de tir avaient tous testé et piloté l'Akutan Zero. Ils avaient partagé ce qu'ils avaient appris avec chaque pilote de l'escadrille. Duncan connaissait les faiblesses du Zero. Il savait comment les exploiter. Et il pilotait un avion conçu dès le départ pour le battre. La pluie martelait sa verrière. La visibilité était presque nulle. Duncan volait aux instruments, faisant confiance à son entraînement, à son moteur de 2000 chevaux qui le tirait à travers les nuages. Le Hellcat montait régulièrement, avalant l'altitude à un rythme qui aurait stupéfié les pilotes un an plus tôt. Puis il fut au travers. Au-dessus de la tempête, le ciel était clair. Les étoiles brillaient encore au-dessus. L'horizon oriental s'illuminait des premières lueurs de l'aube. Et là, se découpant en silhouette contre cette lueur, se trouvait un Zéro japonais. Le pilote de Zéro ne l'avait pas vu. Duncan avait l'avantage de la position, de la surprise, de l'altitude. Il avait tout ce qu'un pilote de chasse pouvait demander. Il poussa le manche vers l'avant et piqua. Le Hellcat accéléra plus vite que tout avion que Duncan ait jamais piloté. Le moteur double Wasp rugit. L'indicateur de vitesse passa 550 km/h, puis 650, puis 740. Le vent relatif hurlait contre la verrière. Le Zéro grandit dans son viseur. Duncan appuya sur la détente. 6 mitrailleuses de calibre .50 entrèrent en éruption. Les traceurs s'élancèrent à travers le ciel. Des lignes de feu brillantes dans l'obscurité de la fin de nuit. Le Zéro se désintégra sous l'impact. Duncan vit des morceaux s'envoler, vit l'avion commencer à tituber, le vit disparaître en dessous de lui, laissant une traînée de fumée. Il tira sur le manche et remonta en altitude. Une victoire, sa première. Mais il y avait d'autres Zéros dans le ciel. Duncan repéra un second en dessous de lui, virant brusquement pour engager un autre Hellcat. Le pilote japonais n'avait pas vu Duncan piquer vers lui. Il était concentré sur sa cible. Engagé dans son attaque, Duncan s'inclina en piqué, prenant de la vitesse, alignant le tir. Au dernier moment, le pilote de Zéro le vit arriver. Il interrompit son attaque et tira dans une montée verticale, droit vers le haut, utilisant le taux de montée légendaire du Zéro pour s'échapper. C'était une tactique qui avait tué des dizaines de pilotes américains. Les pilotes japonais l'avaient perfectionnée. Vous attirez un Wildcat dans un combat en montée. Le Zéro pouvait grimper plus haut que tout avion américain. Quand le Wildcat décrochait et tombait, vous vous retourniez et piquiez pour le tuer. Simple, mortel, fiable. Cela avait fonctionné contre les Wildcats pendant 2 ans. Cela avait fonctionné pour ce pilote en particulier, l'aspirant Toshiyuki Sueda, 9 fois auparavant. Sueda avait 9 victoires américaines à son actif. 9 pilotes qui avaient fait l'erreur d'essayer de grimper avec lui. Il avait toutes les raisons de croire que cela fonctionnerait à nouveau. Mais Duncan ne pilotait pas un Wildcat. Le Hellcat suivit Sueda dans la montée. Son moteur de 2000 chevaux griffait le ciel. Ses ailes massives mordaient dans l'air raréfié. L'avion ne décrocha pas. Il ne tomba pas. Il continua à grimper, gagnant sur le Zéro à chaque seconde. Sueda atteignit le sommet de son arc et se retourna, s'attendant à voir le chasseur américain retomber en dessous de lui, impuissant, une proie facile. Au lieu de cela, il vit le Hellcat juste derrière lui, grimpant, gagnant, ses armes se mettant en position de tir. Duncan pressa la détente. Le Hellcat tangua lorsque les 6 mitrailleuses tirèrent simultanément.
Les traceurs convergèrent vers le zéro. L'avion de Sueda se désintégra en plein vol. Le fuselage se sépara des ailes. Le feu jaillit des réservoirs de carburant. Des débris se dispersèrent à travers le ciel. Duncan vola à travers les débris et continua à grimper, cherchant d'autres cibles. 2 zéros détruits en succession rapide. Les premières victoires du Hellcat contre l'avion qui avait terrorisé le Pacifique pendant 18 mois. Et l'une de ces victoires était un as de 9 victoires, l'un des pilotes de combat expérimentés du Japon. Le message était clair, le règne du zéro était terminé. La nouvelle de la victoire de Duncan se répandit dans la flotte. Les pilotes en parlèrent dans les salles de prévol, dans les carrés, sur les ponts d'envol. Le Hellcat pouvait grimper avec un zéro. Le Hellcat pouvait tuer un zéro. Les règles avaient changé, mais le combat de Duncan n'était que le début. Le 23 novembre 1943, des Hellcat de plusieurs porte-avions engagèrent des chasseurs japonais au-dessus de Tarawa, dans les îles Gilbert. La bataille fit rage pendant 2 jours, tandis que les forces américaines prenaient d'assaut les plages en dessous. Dans le ciel au-dessus, les Hellcats déchirèrent les formations de zéro avec un effet dévastateur. Le lieutenant J. Jig, Ralph Hanks, abattit 5 zéros en 5 minutes, devenant instantanément un as. D'autres pilotes ajoutèrent au décompte. Lorsque les combats prirent fin, les pilotes américains revendiquèrent 30 zéros détruits. Un Hellcat fut perdu. Le ratio de victoire était de 30-1. Au-dessus de Rabaul le 11 novembre, des Hellcats et des F-4U Corsair combattirent des batailles continues avec des avions japonais toute la journée. Près de 50 avions ennemis furent revendiqués détruits. Rabaul, la forteresse japonaise qui avait dominé le Pacifique Sud pendant 2 ans, était systématiquement détruite depuis les airs. Le 4 décembre 1943, au-dessus de Kwajalein dans les îles Marshall, 91 Hellcats engagèrent 50 zéros dans l'une des plus grandes batailles aériennes de la guerre du Pacifique. Les combats furent intenses. Zeros et Hellcats tourbillonnèrent dans le ciel, dans un immense combat tournoyant. Quand cela prit fin, les Américains avaient abattu 28 zéros. Ils avaient perdu 2 Hellcats, 14-1. Quelque chose de fondamental avait changé. Le zéro n'était plus le chasseur, il devenait la proie. Les pilotes japonais remarquèrent le changement presque immédiatement. Les rapports de vol de fin 1943 commencèrent à décrire des chasseurs américains qui se comportaient différemment qu'avant. Ils étaient plus agressifs. Ils engageaient des combats tournoyants qui auraient été suicidaires 1 an plus tôt. Ils grimpaient lorsqu'ils étaient attaqués au lieu de piquer pour fuir. Ils combattaient comme des pilotes qui savaient qu'ils avaient l'avion supérieur. Parce que c'était le cas. Le Hellcat était plus rapide que le zéro à toutes les altitudes. Au-dessus de 4300 mètres, il pouvait grimper plus vite que le zéro. Au-dessus de 380 km/h, il pouvait rouler plus vite que le zéro. Il pouvait piquer plus vite sans dommages structurels. Il pouvait tirer plus fort en sortie de piqué sans arracher ses ailes. Il pouvait absorber des punitions qui auraient détruit le chasseur japonais non blindé. Ces 6 mitrailleuses de calibre .50 délivraient une puissance de feu dévastatrice comparée à l'armement du zéro. 2 mitrailleuses de calibre standard et 2 canons de 20 mm. Les canons du zéro avaient une cadence de tir lente, étaient limités à 60 obus chacun et avaient une faible vitesse initiale qui rendait le tir précis difficile. Les mitrailleuses du Hellcat n'avaient pas de telles limitations. Elles pouvaient déverser un feu continu sur une cible jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister. Et le Hellcat pouvait encaisser des tirs qui auraient détruit le zéro. Les pilotes américains découvrirent qu'ils pouvaient absorber des tirs ennemis, continuer à se battre et quand même rentrer au porte-avions. Des Hellcats retournèrent à leur navire avec des douzaines de trous de balles, avec des verrières brisées, avec des morceaux d'ailes manquants, avec des moteurs toussant de la fumée. Ils atterrissaient, étaient réparés pendant la nuit et volaient à nouveau le lendemain matin. Les pilotes japonais n'avaient pas ce luxe. Une seule salve de calibre .50 dans les réservoirs de carburant non protégés d'un zéro le transformerait en boule de feu. Quelques impacts dans le moteur l'enverraient tournoyer dans la mer. L'avion, qui avait été conçu pour la performance avant tout, payait le prix de cette philosophie. Début 1944, les ratios de victoire devenaient impossibles à ignorer. Les pilotes américains détruisaient des avions japonais à des taux qui auraient semblé impossibles 2 ans plus tôt. Et les pertes n'étaient pas seulement en avions.
Elles étaient en pilote. Le Japon avait commencé la guerre avec un noyau de pilotes d'aviation navale hautement entraînés et expérimentés. Beaucoup avaient volé en mission de combat depuis la guerre avec la Chine à la fin des années 1930. Ils étaient compétents, agressifs et confiants. Mais 2 ans de combat avaient fait un terrible tribut. Les batailles de la mer de Corail, Midway, les Salomon, le Pacifique central. Chaque engagement tua plus des pilotes expérimentés du Japon, et le Japon ne pouvait pas les remplacer. Les programmes d'entraînement américains pouvaient en produire des centaines de nouveaux pilotes chaque mois. Les installations existaient, les instructeurs existaient, le carburant existait, les avions existaient. Les programmes d'entraînement japonais étaient bien plus limités. Les pénuries de carburant les forçaient à réduire les heures d'entraînement. Les pénuries d'instructeurs signifiaient que les leçons n'étaient pas enseignées. Les nouveaux pilotes précipités au combat en 1944 avaient une fraction de l'entraînement que leurs prédécesseurs avaient reçu. Quand ces pilotes inexpérimentés montaient dans leur zéro pour affronter le Hellcat, ils n'avaient aucune chance. La véritable mesure de la domination du Hellcat arriverait en juin 1944, dans une bataille qui briserait à jamais l'épine dorsale de l'aviation navale japonaise. Mi-1944, la guerre dans le Pacifique avait atteint une phase critique. Les forces américaines avançaient vers les îles Mariannes, une chaîne d'avant-postes stratégiques qui comprenait Saipan, Tinian et Guam. Les Mariannes n'étaient qu'à 2200 km de Tokyo. Si les Américains les capturaient, les bombardiers B-29 Super Fortress seraient à portée des îles japonaises. La campagne de bombardement stratégique qui dévasterait les villes japonaises pourrait commencer. Les Japonais le savaient. L'amiral Soemu Toyoda, commandant de la flotte combinée, déclara que le sort de l'Empire reposait sur la bataille à venir. Il engagea presque tous les porte-avions et avions disponibles pour arrêter l'avance américaine. Ce serait l'engagement décisif dont les stratèges japonais rêvaient depuis le début de la guerre. Une bataille massive qui détruirait la puissance navale américaine et renverserait la tendance. Le 15 juin 1944, les troupes américaines débarquèrent sur Saipan. 4 jours plus tard, les éclaireurs japonais rapportèrent la flotte de porte-avions américaine naviguant à l'ouest de l'île. L'amiral Jisaburo Ozawa, commandant la première flotte mobile japonaise, se déplaça pour l'intercepter. Ozawa avait 9 porte-avions, 5 porte-avions de flotte et 4 porte-avions légers. Il avait 5 cuirassés, 12 croiseurs et 22 destroyers. Il avait plus de 400 avions embarqués et pouvait compter sur 200 avions supplémentaires basés à terre provenant des aérodromes des Mariannes. Face à lui se trouvait la Task Force 58 du vice-amiral Mark Mitcher. 15 porte-avions, 7 de flotte et 8 légers, 7 cuirassés, 8 croiseurs lourds, 13 croiseurs légers, 58 destroyers et près de 900 avions. C'était la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire. Le sort de la guerre du Pacifique serait décidé dans les 2 prochains jours. La bataille commença à 10 heures le 19 juin, lorsque le radar américain détecta la première vague d'avions japonais approchant de l'ouest. Les Japonais avaient lancé leur attaque à portée extrême, comptant sur l'endurance supérieure de leurs avions pour atteindre la flotte américaine et retourner en sécurité. Ils s'attendaient à surprendre les Américains. Ils avaient tort. Le radar américain les avait détectés à 240 km. Les chasseurs grimpaient déjà pour intercepter. Les Japonais avaient lancé plus de 300 avions en 4 vagues. Chasseurs, bombardiers en piqué, avions torpilleurs, tout ce qu'ils avaient. Les Hellcat les attendaient. Le lieutenant G.G. Alexander Vrasiu patrouillait en couverture aérienne de combat au-dessus de la Task Force 58 lorsque l'appel vint. Bogies en approche. Grande formation, tous les chasseurs interceptent. Vrasiu poussa sa manette des gaz et grimpa pour intercepter. Il avait 25 ans, né à East Chicago, dans l'Indiana, de parents immigrants roumains. Il avait appris à voler via le programme d'entraînement de pilotes civils avant la guerre et s'était engagé dans la marine en octobre 1941, juste quelques semaines avant Pearl Harbor. Vrasiu avait servi sous Butch O'Hare lui-même. O'Hare en avait fait son équipier et lui avait appris tout ce qu'il savait sur le combat aérien. Il lui avait montré comment approcher une cible, comment économiser les munitions, comment survivre.
O'Hare avait été tué 7 mois plus tôt lors d'une mission de chasse de nuit abattue par des bombardiers japonais dans l'obscurité. Mais ces leçons vivèrent dans des pilotes comme Vrasiu. Alors que Vrasiu montait, son moteur commença à hoqueter. Le compresseur fonctionnait mal. Il ne pouvait pas dépasser 6000 mètres. Les bombardiers japonais arrivaient à 6000 mètres. Tout autre pilote aurait fait demi-tour, signalé le problème mécanique. Laisser quelqu'un d'autre s'occuper de l'interception. Vrasiu continua à grimper. Il n'allait pas manquer ce combat. Puis il les vit, une formation massive d'avions japonais s'étirant à travers le ciel. Des bombardiers en piqué, Yokosuka D-4B, Judy, fins et rapides, portant des bombes sous leur ventre. Des Zéros les escortant, se faufilant dans la formation. Ils se dirigeaient droit vers la flotte américaine. Vrasiu piqua avec son L4 en difficulté. Il sélectionna un Judy à l'arrière de la formation et ouvrit le feu. Le bombardier explosa. Il tira, vira, acquit une autre cible et piqua à nouveau. Un autre Judy se désintégra sous ses tirs. Un troisième, un quatrième, un cinquième. La formation se brisait. Les bombardiers japonais se dispersaient dans toutes les directions, essayant de s'échapper, larguant leurs bombes dans la mer. Vrasiu resta avec eux. Il n'allait pas les laisser atteindre la flotte. Il aligna un 6e Judy et pressa la détente. La bombe du bombardier explosa en plein vol. L'explosion était si proche que Vrasiu sentit son L4 trembler sous le souffle. Des débris volèrent devant sa verrière. Un instant, il pensa avoir été touché. Mais le L4 continua à voler. Il volait toujours. 6 victoires en 8 minutes. 360 obus de munitions, une moyenne de 60 obus par victoire. La même précision mortelle que Butch O'Hare avait démontré 2 ans plus tôt. Quand Vrasiu atterrit sur le Lexington, il sortit de son cockpit et regarda l'amiral Meacher sur la passerelle. Il leva 6 doigts. Meacher sourit. Un photographe captura le moment. L'image de Vrasiu souriant, levant 6 doigts gantés, devint l'une des photographies les plus célèbres de la guerre du Pacifique. Mais Vrasiu n'était qu'un pilote parmi des centaines. Partout dans le ciel au-dessus de la mer des Philippines, les pilotes de L4 déchiraient les formations japonaises. Le commandeur David McCampbell, menant le groupe aérien 15 du porte-avions Essex, abattit 7 avions japonais ce jour-là. McCampbell avait 34 ans, un âge avancé pour un pilote de chasse. Il avait survécu au naufrage du porte-avions Wasp 2 ans plus tôt et avait passé du temps comme officier d'appontage avant d'obtenir enfin sa chance de commander une escadrille de chasse. Quand les Japonais attaquèrent, McCampbell mena ses chasseurs dans la formation ennemie et ne s'arrêta de tuer que lorsque ses armes furent vides. 7 victoires confirmées en un seul jour. Ce ne serait pas sa dernière performance record. Pilote après pilote retourna à leur porte-avions, rapporta leur victoire, fit le plein, se réarma et redécolla. Les Japonais continuaient à venir. 4 vagues d'avions, l'une après l'autre, et vague après vague étaient détruites. Quelques bombardiers japonais percèrent l'écran de chasse. Quelques-uns atteignirent la flotte. Une bombe toucha le cuirassé South Dakota. Quelques torpilles furent larguées. Aucune ne toucha quoi que ce soit. Pendant ce temps, les sous-marins américains traquaient la flotte japonaise. L'Albacore torpilla le porte-avions Taiho, le navire amiral d'Ozawa. Le Kavala toucha le Shokaku, un vétéran de Pearl Harbor. Les 2 porte-avions couleraient avant la fin de la journée. À la fin du 19 juin, les Japonais avaient perdu plus de 340 avions embarqués. 315 des 423 qui avaient décollé ce matin-là étaient détruits. Les Américains avaient perdu moins de 30 L4 en combat aérien. Le ratio était meilleur que 10 pour 1. Ce soir-là, un camarade de Vrasiu regarda le carnage qu'ils avaient infligé et secoua la tête. « C'était juste comme une ancienne chasse aux dindes », dit-il. Le surnom resta. La bataille de la mer des Philippines devint à jamais connue comme le grand tir aux pigeons des Mariannes. Le lendemain, le 20 juin, les avions de recherche américains trouvèrent la flotte japonaise en retraite. Meacher faisait face à une décision difficile. L'ennemi était à portée extrême, à près de 550 kilomètres. S'il lançait une attaque maintenant, ses pilotes voleraient vers le soleil couchant. Ils devraient attaquer dans une lumière déclinante et retourner au porte-avions dans l'obscurité. Beaucoup ne reviendraient pas. Meacher lança quand même. 240 avions partirent vers l'ouest,
poursuivant la flotte japonaise. Ils trouvèrent l'ennemi alors que le soleil touchait l'horizon. Dans la lumière déclinante, les pilotes américains plongèrent sur les porte-avions japonais, larguant des bombes, tirant des torpilles. Ils coulèrent le porte-avions Iyo et en endommagèrent 2 autres. Ils abattirent 65 autres avions japonais. Puis, ils firent demi-tour vers la maison, et les jauges de carburant commencèrent à baisser. Le vol de retour devint une course désespérée contre les réservoirs vides et l'obscurité grandissante. Les pilotes annonçaient leur carburant restant. Certains tombèrent en panne avant d'atteindre la flotte et amérirent en catastrophe dans l'océan. D'autres atteignirent les porte-avions, mais s'écrasèrent en essayant d'atterrir dans le noir. Mitscher prit une autre décision. Il ordonna à chaque navire de la flotte d'allumer ses lumières. Phares, feu de pont, feu de navigation. Le groupe opérationnel s'illumina comme une ville au milieu de l'océan. C'était un risque. Des sous-marins japonais pouvaient rôder à proximité. Mais Mitscher n'allait pas laisser ses pilotes mourir en essayant de trouver leur chemin. Les lumières sauvèrent des douzaines de vies. Des pilotes qui seraient tombés en panne de carburant en cherchant dans l'obscurité trouvèrent la flotte et atterrirent en sécurité. D'autres amérirent près des navires et furent récupérés par des destroyers. Sur les 80 avions perdus cette nuit-là, moins de 20 pilotes furent tués. Les autres furent secourus. Quand la bataille de la mer des Philippines prit fin, les Japonais avaient perdu plus de 600 avions et 3 porte-avions. 3 autres porte-avions étaient endommagés. Leur puissance aérienne navale était paralysée au-delà de tout rétablissement. L'impact psychologique fut aussi dévastateur que les pertes physiques. Les pilotes japonais qui survécurent à la bataille revinrent avec des histoires de chasseurs américains impossibles à arrêter, de formations déchirées avant qu'elles n'atteignent leur cible, d'amis mourant par dizaines. La confiance qui avait porté l'aviation navale japonaise depuis Pearl Harbor était brisée. Après la mer des Philippines, les commandants japonais firent face à une situation impossible. Ils ne pouvaient pas remplacer les avions perdus au combat assez rapidement. Plus crucialement, ils ne pouvaient pas remplacer les pilotes. Les programmes d'entraînement qui avaient produit les aviateurs d'élite de 1941 et 1942 n'existaient plus. Les pénuries de carburant rendaient l'entraînement approfondi impossible. Il n'y avait pas assez d'instructeurs. Il n'y avait pas assez de temps. Les pilotes envoyés au combat maintenant avaient à peine assez de compétences pour décoller et atterrir. Leur demander de combattre des L4 sans combat aérien conventionnel, c'était les envoyer à une mort certaine. Alors, les commandants japonais arrêtèrent de leur demander de survivre. 4 mois après la mer des Philippines, les premières attaques kamikazes organisées commencèrent. Le commandeur David McCampbell continua à voler après la mer des Philippines. Le 24 octobre 1944, pendant la bataille du golfe de Leyte aux Philippines, il rencontra une formation de 60 avions japonais se dirigeant vers la flotte américaine. McCampbell et son équipier, l'insigne Roy Rushing, étaient les seuls chasseurs en position d'intercepter. Les chances étaient de 30 contre 1. Tout pilote sensé aurait appelé des renforts et aurait attendu. McCampbell attaqua immédiatement. Pendant 90 minutes, McCampbell et Rushing plongèrent à travers la formation japonaise, tirant, grimpant, replongeant. Ils travaillaient en équipe, se protégeant mutuellement, indiquant des cibles. McCampbell abattit 9 avions, 7-0 et 2 K-43 Oscar. Rushing en eut 6 de plus, 15 avions ennemis détruits par 2 pilotes américains. La formation japonaise se brisa. Les survivants se dispersèrent sans atteindre la flotte. Quand McCampbell atterrit enfin, ce ne fut pas sur son propre porte-avions. Le pont de l'Essex n'était pas libre. Il se posa sur l'USS Langley à la place. Ses armes avaient 2 obus de munitions restants. Ses réservoirs de carburant étaient vides. L'avion dut être poussé du brin d'arrêt à la main parce qu'il n'y avait pas assez de carburant pour rouler. 9 victoires en une seule mission. Un record qui tient toujours aujourd'hui. McCampbell termina la guerre avec 34 victoires confirmées, toutes en L4. Il reçut la Medal of Honor pour ses actions à la mer des Philippines et au golfe de Leyte. Il fut le seul pilote de porte-avions rapide de la Seconde Guerre mondiale à recevoir la plus haute décoration militaire de la nation. Il était l'as des as de la marine. Alexander Vrasiu termina la guerre avec 19 victoires confirmées, toutes en L4.
Il fut abattu au-dessus des Philippines en décembre 1944, non par un chasseur ennemi, mais par des tirs antiaériens lors d'une mission de mitraillage. Il sauta en parachute en sécurité et fut secouru par des guérilleros philippins qui le cachèrent des Japonais. Ils en firent un major et lui donnèrent le commandement d'une unité de guérilla. Il combattit à leur côté pendant 5 semaines jusqu'à l'arrivée des forces américaines. Vrasiu retourna sur le Lexington à temps pour voir la guerre se terminer. Il resta dans la marine après la guerre, servit comme pilote d'essai, commanda une escadrille de chasse et prit sa retraite comme commandaire en 1963. Il mourut en janvier 2015 à l'âge de 96 ans. Robert Duncan, le pilote qui avait marqué la première victoire du Hellcat contre un 0, termina la guerre avec 7 victoires confirmées. Il vola en mission de combat en Corée après la guerre, accomplissant plus de 100 missions à travers 2 conflits. Il prit sa retraite de la marine en 1966 avec le rang de capitaine. En 1998, plus de 50 ans après son combat au-dessus de l'île de Wake, Duncan apprit quelque chose qui l'étonna. Sa 2e victoire ce matin-là, le pilote de 0 qui avait essayé la manœuvre de montée verticale avait été l'aspirant Toshiyuki Sueda, un as de 9 victoires. Sueda avait perfectionné le piège de la montée. Il avait tué 9 pilotes américains avec cette manœuvre. Duncan n'avait pas seulement vaincu la tactique, il avait tué l'un de ses maîtres. Le Hellcat n'avait pas seulement égalé le 0, il avait détruit les meilleurs du 0. Le F6F Hellcat resta en production jusqu'en novembre 1945. En 30 mois de production, Grumman construisit 12 275 avions. Au pic de production, ils en sortaient un de la chaîne d'assemblage toutes les heures, 24 heures sur 24. 20 000 travailleurs œuvraient dans l'usine de Bethpage. Beaucoup étaient des femmes qui n'avaient jamais travaillé dans la manufacture avant la guerre. Ces avions volèrent 66 530 sorties de combat. Ils détruisirent 5 155 avions ennemis en combat aérien, plus 8 autres pendant l'invasion du sud de la France. Ils perdirent 270 Hellcats en combat aérien, un ratio de victoire de 19-1. Contre le 0 spécifiquement, le ratio était de 13-1. Contre le Nakajima Ki-84, l'un des meilleurs chasseurs japonais de fin de guerre, il était de 9,5-1. Contre le Mitsubishi J2M, il était de 3,7-1. Le Hellcat domina chaque adversaire qu'il affronta. 305 pilotes américains devinrent des as en pilotant le Hellcat, plus que tout autre avion de l'histoire américaine. Le Hellcat fut responsable de 75% de toutes les victoires aériennes de la marine et du corps des Marines pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement 42 bombardiers et avions torpilleurs américains furent perdus face à des avions ennemis alors qu'ils étaient sous escorte de Hellcat entre 1943 et 1945. 42 avions en 2 ans de combat. Le Hellcat ne se contentait pas de tuer l'ennemi, il protégeait les siens. Après la guerre, le Hellcat disparut rapidement du service. Les avions à réaction entraient déjà en production. Les chasseurs à hélice qui avaient gagné la guerre du Pacifique étaient obsolètes presque dès la fin des combats. En 1950, la plupart des Hellcats avaient été transférés à des unités d'entraînement ou des escadrilles de réserve. En 1954, les derniers furent retirés. Mais l'héritage de l'avion perdure. Il n'avait pas seulement vaincu le 0. Il avait complètement détruit la puissance aérienne japonaise. Il avait transformé le ciel du Pacifique d'un champ de bataille contesté en un domaine américain. Il avait prouvé que l'industrie américaine, l'ingénierie américaine et les pilotes américains pouvaient non seulement égaler leurs ennemis, mais les submerger. Aujourd'hui, seulement une poignée de Hellcats subsiste. 7 sont encore en état de vol, tous aux États-Unis. Ils apparaissent dans des shows aériens et des démonstrations de musées. Leurs moteurs Pratt & Whitney rugissent encore. Leurs ailes projettent encore des ombres sur des foules qui n'ont jamais connu la guerre qu'ils ont gagnée. Au Musée national de l'aviation navale à Pensacola, en Floride, un Hellcat peint aux marques de David McCampbell est exposé en hommage à ses exploits.
34 petits drapeaux japonais sont peints sur son fuselage. Chacun représente un pilote qui n'est jamais rentré chez lui. Chacun représente une famille qui a reçu un télégramme. Chacun représente une victoire qui a aidé à terminer la guerre. Le Hellcat n'était pas le chasseur le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas le plus manœuvrable. Il n'était pas le plus avancé technologiquement. Mais il était le bon avion au bon moment, construit en bon nombre, piloté par les bons pilotes. Il était conçu pour survivre, pour protéger ses pilotes, pour les ramener à la maison. Et ce faisant, il détruisit l'ennemi qui avait terrorisé le Pacifique pendant 18 mois. Les pilotes japonais qui survécurent à la guerre se souvinrent du Hellcat avec un mélange de respect et d'effroi. Saburo Sakai, l'un des plus grands as du Japon, avec 64 victoires confirmées, décrivit ses rencontres avec les Hellcats au-dessus d'Iwo Jima comme les combats tournoyants les plus difficiles de sa carrière. Il appela le Hellcat l'un des meilleurs avions contre lesquels il ait jamais combattu. D'autres vétérans japonais furent plus directs. Ils avaient vu leurs escadrilles déchirées par les Hellcats à la mer des Philippines. Ils avaient vu des camarades mourir dans des avions qui ne pouvaient plus rivaliser. Ils avaient été forcés d'adopter des tactiques suicidaires parce que le combat conventionnel n'était plus viable. Le Hellcat ne les avait pas seulement battus, il les avait brisés. Le Zéro avait été conçu pour l'offensive, vitesse, montée, rayon d'action, manœuvrabilité, tout ce dont un pilote avait besoin pour trouver et détruire ses ennemis. Mais les hommes qui l'avaient conçu avaient supposé que leur pilote ferait le travail de destruction. Ils n'avaient pas prévu une guerre d'attrition. Ils n'avaient pas prévu un ennemi qui pourrait remplacer les pertes plus vite qu'il ne pouvait les infliger. Ils n'avaient pas prévu le Hellcat. Le Hellcat était conçu pour la survie. Blindage, puissance de feu, robustesse, simplicité, tout ce dont un pilote avait besoin pour combattre, prendre des dégâts et revenir combattre à nouveau. La nation qui pouvait garder ses pilotes en vie, garder ses avions en vol, garder ses usines en production, finirait par submerger la nation qui ne le pouvait pas. Le Japon perdit cette guerre bien avant que les bombes atomiques ne tombent. Ils la perdirent au-dessus de la mer des Philippines, lorsque 600 avions et des milliers d'aviateurs partirent au combat et ne revinrent pas. Ils la perdirent dans les usines de Bethpage, New York, où les travailleurs américains produisaient des Hellcats par milliers, tandis que l'industrie japonaise luttait pour remplacer même des pertes modestes. Ils la perdirent dans les écoles d'entraînement de Pensacola et de Corpus Christi, où les pilotes américains recevaient des centaines d'heures d'instruction, tandis que les cadets japonais étaient précipités sur le front avec à peine assez de compétences pour survivre au décollage. Le Hellcat ne gagna pas la guerre du Pacifique à lui seul, mais il rendit la victoire possible. Il nettoya le ciel pour que les bombardiers américains puissent frapper la navigation japonaise, les usines japonaises, les villes japonaises. Il protégea les porte-avions qui étaient le cœur de la puissance navale américaine. Il détruisit les pilotes qui auraient pu contester les avancées américaines. Il transforma le combat aérien d'un pari mortel en une conclusion inévitable. Et il fit tout cela en moins de 2 ans. Du premier vol à la victoire finale. D'une usine de Long Island aux cieux de Tokyo. De la planche à dessin à la légende. C'est ainsi que la victoire est obtenue. Non pas à travers des héros isolés ou des machines légendaires seules, mais à travers des milliers d'avions ordinaires pilotés par des milliers de pilotes ordinaires faisant leur travail jour après jour. À travers des usines travaillant 24 heures sur 24, des ingénieurs résolvant des problèmes, des mécaniciens maintenant les avions en vol, des instructeurs préparant les pilotes, chacun faisant sa part. Le Hellcat fut la réponse de l'Amérique au Zéro. Il était plus grand, plus lourd, moins élégant, moins raffiné. Il était construit par des travailleurs qui n'avaient jamais fabriqué d'avion auparavant. Piloté par des pilotes qui apprirent à combattre en mois plutôt qu'en années. Mais c'était la bonne réponse. Et les pilotes japonais qui lui firent face apprirent à craindre une simple vérité qui changea la guerre du Pacifique. Les chasseurs étaient devenus les chassés.